voici maintenant la première session Shaping Minds Through Sport. Nous allons nous pencher sur le paysage actuel du sport en tant qu'outil éducatif utilisé pour construire une culture de la paix. Après avoir examiné son rôle actuel dans les programmes et les politiques visant à transmettre les valeurs, la discussion mettra en lumière les systèmes d'investissement existants dans le secteur du sport pour la paix, des applications pratiques du sport dans l'éducation seront présentées et des recommandations clés seront formulées. Pour ouvrir cette discussion, je vous le disais, elle ouvrira toujours par l'intervention d'un expert académique. J'ai l'honneur en cet instant de vous présenter notre expert pour cette première session, Julien Sorez. Il est professeur à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste de l'histoire sociale du sport. Il est responsable de la chaire UNESCO Favoriser la contribution du sport, de l'éducation physique et de l'activité physique au développement durable et à la paix. Elle a été fondée, cette chaire, en 2021 avec Peace and Sport. C'est un long CV, mais je n'ai pas fini. Julien Sorez, vous êtes agrégé d'histoire. Vos travaux portent notamment sur l'histoire du football et sur le sport pendant la période de la colonisation et plus récemment sur les Jeux olympiques et notamment ceux de 1924 à Chamonix. Est-ce que j'ai été complète? Presque. Presque trop même. Alors justement, je vais m'adresser à vous en tant qu'historien du sport. Est-ce que vous pouvez nous dire à quand remonte le projet de faire du sport un outil d'éducation et de promotion de la paix? En fait, le sport naît comme projet éducatif, puisque c'est au cours du 19e siècle, en Angleterre, que les éducateurs décident de rationaliser les passe-temps de leurs étudiants, de canaliser leur violence pour leur inculquer des valeurs sociales comme le fair play, comme la solidarité. Et donc, en fait, le sport comme projet éducatif, en fait, c'est intrinsèque. N'en déplaise aux spécialistes de l'Antiquité, où finalement, la paix, par exemple, n'est qu'une parenthèse dans un monde où la guerre est omniprésente. Donc c'est un autre projet, un projet d'éducation d'éducation à la paix, à la régulation des conflits, des comportements. Mais évidemment, ce domaine aujourd'hui et le projet qui nous réunit a considérablement changé. Il a changé parce que ce sont des acteurs internationaux, des organisations internationales, donc l'ONU étant un des grands chefs de file, puis son bras éducatif et culturel, l'UNESCO, des grandes institutions sportives comme le CIO se sont aussi emparés de cette question, et évidemment des organisations internationales comme Peace and Sport qui ont aussi depuis très longtemps œuvré à ce projet. Et peut-être que la différence fondamentale, ce sont les destinataires. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, finalement, le sport n'était réservé qu'à une élite sociale occidentale. Et on voit bien que l'ambition de ces projets aujourd'hui, c'est de s'adresser aux pays en développement et à l'intérieur de ces pays en développement, aux populations les plus vulnérables, c'est-à-dire la jeunesse, les jeunes femmes, les femmes qui sont les premières victimes de la pauvreté, des déplacements de population et voire même des guerres. Alors pourquoi justement est-ce que le sport est un outil aussi puissant dans l'éducation à la paix? Alors d'abord, le sport, c'est un ensemble de règles que l'on doit intérioriser, que l'on doit respecter. Et alors ça, c'est le sociologue... Joël Bouzou parlait d'équité. Voilà, alors le sociologue allemand Norbert Elias avait effectivement expliqué que les règles permettent finalement de passer d'un affrontement réel, guerrier, à un affrontement symbolique. Et c'est dans cet espace symbolique que l'on peut trouver toutes les valeurs et tous les éléments de pacification. Cela dit, cet espace-là, réglementaire, ne suffit pas. Et je crois qu'une des particularités du sport, c'est que c'est un apprentissage par corps. C'est-à-dire c'est le corps qui est en jeu dans l'apprentissage, dans l'éducation. Et au fond, ce qu'on peut considérer, c'est que le sport va permettre de rendre tangible un certain nombre de valeurs, un certain nombre de principes abstraits. Par exemple, qu'est-ce que c'est que la solidarité? Qu'est-ce que c'est que le fair play? On peut éduquer dans des cours d'éducation civique des jeunes, mais cette pédagogie en acte me paraît extrêmement vertueuse. Troisième aspect, le sport permet d'endosser des rôles sociaux. C'est-à-dire que quand je pratique un sport, déjà je pratique une pratique déterminée, dans un club, dans une association, j'ai un rôle sur le terrain. Et cette dimension-là, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle permet d'arracher les individus à des déterminismes sociaux dans lesquels ils peuvent être emprisonnés, dans leur milieu dans lesquels ils ont été éduqués. Par exemple, c'est le cas de beaucoup de jeunes filles qui découvrent le sport et qui sortent de la domesticité, qui prennent confiance en elles et qui du coup vont de l'avant parce que le sport leur permet d'endosser un rôle qui n'était pas celui qui leur était prédestiné. Alors, pardonnez-moi cette question peut-être un petit peu fleur bleue, mais si c'est le cas, si le sport est si puissant, pourquoi est-ce que l'éducation à la paix, elle n'est pas mise en œuvre partout dans le monde?
Alors, je pense qu'il y a deux raisons à cela. La première, c'est une raison économique. C'est-à-dire que mettre en place des politiques sportives ambitieuses et vertueuses, ça demande des moyens. Alors, très simplement, déjà, il y a une grande pénurie dans un certain nombre de pays en développement d'infrastructures pour la mise en pratique. Il y a un problème de personnel. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des enseignants d'éducation physique en face des classes, qui sont souvent surchargés en plus. Donc, on a ce problème de moyens. Qui joue fortement. Et bien entendu, il y a une aide internationale, mais cette aide internationale, elle est parfois un petit peu conditionnée à des résultats, elle peut être éphémère, et effectivement, tout l'enjeu, je pense, de ces actions et de ce forum, c'est aussi de montrer que les acteurs publics doivent être là, ceux des pays en développement, mais aussi des entreprises privées qui doivent investir dans le sport. Voilà pour la raison économique. Maintenant, il y a une raison aussi un peu plus socioculturelle, je pense, en tout cas celle qui doit nous faire réfléchir aussi dès lors que l'on s'intéresse à ces enjeux. C'est que le sport est né en Occident et que promouvoir le sport, en fait, le sport a été codifié au moment et a été associé au projet colonial. Et si on veut, à un moment donné, proposer une dimension universelle de la pratique et du sport, il faut aussi être capable de co-construire des projets, de se rapprocher des valeurs de ceux auxquels on destine la pratique, pour ne pas implémenter des programmes de manière verticale, comme le sport a pu, dans les décennies précédentes, peut-être le proposer. Alors, vous avez cité l'UNESCO. Justement, votre recherche à l'UNESCO et le partenariat avec Peace and Sport, plus largement la recherche, comment est-ce qu'elles peuvent contribuer à promouvoir la paix par le sport? Alors, cette chaire UNESCO qui a pour partenaire historique et comme fondateur Peace and Sport vise effectivement à essayer de travailler sur ces questions. Et ce qui nous plaît beaucoup chez Peace and Sport, c'est la notion d'accompagnement. Et ça rejoint exactement ce que je disais. C'est-à-dire que c'est une organisation qui est là pour accompagner. Ça veut dire qu'il n'y a pas une verticalité. On est là pour identifier les besoins, identifier les acteurs qui sont sur le terrain, et les aider à se renforcer, à renforcer leur capacité d'intervention, à développer leur programme. Et au fond, nous, à l'Université Paris-Nanterre, quand on fait de la recherche, on le fait pour essayer de mesurer les effets, l'impact social du sport, et on le fait aussi en collaborant avec les acteurs locaux. Et je pense que c'est là où on se retrouve, c'est que nous, ce qui nous intéresse, c'est de rester longtemps sur le terrain pour comprendre qui agit, pourquoi est-ce que ces acteurs agissent, quelles sont leurs limites et leurs freins, et pour ainsi développer une expertise qui ne soit pas un plaquage d'indicateurs universels que l'on pourrait appliquer en Afrique, en Amérique latine ou en Asie, mais pour justement être au plus près des populations. Et donc on passe de longs séjours avec Peace and Sport pour essayer de comprendre ce qui se passe, les effets attendus et en même temps les manques sur le terrain. Et dernier point, c'est que les partenariats, on essaie aussi de les co-construire avec les acteurs locaux, donc ceux qui sont dans l'opérationnel, mais aussi avec les universités. Et un des enjeux essentiels, c'est aussi de créer des ponts entre les universités d'Europe, et en l'occurrence mon université de Nanterre, mais aussi les universités des pays dans lesquels ces programmes se déploient. Par les locaux, pour les locaux. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre éclairage, Julien Sorez. Nous allons tout de suite découvrir en images les efforts d'éducation à la paix par le sport mis en place par Peace and Sport au Togo, mais également dans un camp de réfugiés en Jordanie et en Colombie. Regardez. En Afrique, il y a beaucoup d'Africains qui font du sport. Beaucoup ne deviennent pas professionnels. Par exemple, si tu prends 100 athlètes, c'est à peine que tu peux trouver 10 qui sortent professionnels. Maintenant, les autres, qu'est-ce que tu en fais? Ah oui, ça. Quels sont les éléments, les valeurs qui font qu'un coach sportif peut devenir ou devient un ambassadeur de paix? La théorie, on va déjà vraiment travailler sur les valeurs de paix, pour bien qu'on ait compris vers où on veut en venir. C'est quoi la paix? C'est quoi des comportements, de compétences de vie qui permettent de construire une culture de paix? Le travail que nous allons faire, le jeu que nous allons faire va nous permettre de nous connaître. Est-ce qu'on a compris? Oui. Vous allez me connaître, je vais vous connaître à travers tout ce que nous allons faire comme jeu. Considero que el deporte es esa herramienta que sí
permite, y a pesar de ser libre, es un campo bastante conmovedor, bastante gratificante, tanto para mi vida como para las vidas de los chicos que logramos impactar. Como pueden ver, soy de profesión mecánico de bicicletas, me apasiona el fútbol, por eso estoy dedicado a entrenar niños a partir de los 6 años. Niños, muchachos, vamos a formar personas. Nosotros queremos que ustedes sean una persona importante para la sociedad, que su profesión, si es el fútbol, que sea la mejor. Si no es el fútbol, lo mismo, que seas el mejor. Mi liderazgo lo veo impactado en el desarrollo de cada niño, para que él impacte en su familia y él y esa familia impacte en su comunidad y esa comunidad impacte generando más paz en todas las comunidades, así sea que empecemos acá en USME, Colombia. En el caso de mi familia, pues existían unos primos pues que no iban bien tanto académicamente como en sus familias, y pues yo logré como vincularlos a unas escuelas de fútbol también, más de fútbol sala, que pues es a lo que les gusta, y realmente sí sirve y sí aporta, porque bueno, ellos mejoraron académicamente y pues el comportamiento en sus casas. Yo sí estoy convencido de 2 cosas: el deporte y la educación es el mejor camino para que el muchacho vaya por el camino correcto. Eso lo tengo muy claro, muy claro. We gather the kids here from the district who are around this center, and every 3 days per week the kids come to here to take the kickboxing session. I split my session 3 groups. In the first, doing the warm-up together, be one group, one family. After that, give the kids technique, simple technique, not something hard. After that, we're doing an activity, and the activity has the goal for respect, for team building, to be together, for encourage the kids. كابتن أول شيء كانت عليه صعوبة بعدين صار سهل. صارت سهلة بالممارسة. تمام. كمان التدريبات اللي عملناها احنا هون على الحيط والنزلة والطلعة. You must be the second father for the kids. Many kids here, sometimes I don't need to go to the school. I say to him, no, you must go to school. Education very important. You are champion without education, nothing. Almost of the kids here have bad memories from the war. Yes, here on my session, on my exercise, almost of the kids forget this bad memory with the exercise and lose the negative energy. Alors, l'émotion est palpable dans la salle après ces images. J'avoue qu'elle l'est également sur ce plateau. Nous poursuivons notre session avec un panel composé de 4 personnalités engagées dans les domaines de l'éducation et du développement par le sport. Pape Ndiaye, vous êtes ambassadeur permanent de la France auprès du Conseil de l'Europe et anciennement ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Vous êtes également enseignant, chercheur et spécialiste d'histoire sociale des États-Unis et des minorités. J'essaie d'être le plus complète possible. Britta Heidemann, you're a 3-time Olympic medalist and Olympic champion in fencing at the 2008 Olympic Games in Beijing. You're the only fencer to achieve the golden triple, simultaneously holding the titles of Olympic, World, and European champion. You currently sit on the board of the executive. You currently sit on the executive board, of the Olympic Refugee Foundation, and among other responsibilities, that's already a lot. You act as a special ambassador for development for the German Olympic Sports Confederation. Everything's right? Je suis désolée, nous allons passer de l'anglais au français pendant cette session.
je pense que vous avez tous les traductions justes. Amina Lanaya, vous êtes directrice générale de l'Union cycliste internationale. Vous êtes la première femme à occuper ce poste depuis la création de la fédération en 1900. Et vous êtes l'une des rares femmes à diriger une fédération sportive internationale. Vous défendez des causes telles que l'égalité des sexes et la diversité dans le sport, la gouvernance et l'intégrité à tous les niveaux et le développement durable. C'est une large casquette. Merci beaucoup d'être là. Sophie Laurent, vous êtes l'ancienne directrice des relations internationales de Paris 2024. Vous avez rejoint l'équipe de la candidature de Paris 2024. C'était en septembre 2015. Avant que les Jeux nous soient attribués, je dis nous en tant que Française, vous avez contribué donc à la réussite de cette campagne et plus largement à l'immense réussite des Jeux Olympiques et Paralympiques que nous avons vécu cet été. Avant cela, vous avez développé les relations internationales d'événements majeurs, notamment les Jeux Olympiques de Londres 2012 et les Jeux Européens de Bakou 2015. J'ai été, je pense, assez complète. Merci à vous tous d'être là. I'll switch to English. Let's begin with our topic number 1, an overview of the current practices in using sport as a tool for education and values transmission. Britta, I'll begin with you. Could you share with us why you think sport is effective in transmitting soft skills and values? If you can share your personal journey as an athlete, but also your key learnings, the key learnings you got in your position as a global sport for development ambassador. Yeah, let me start with the fencing. From my own experience, I think that really shaped me for life after sports. Imagine in a combat sport especially, you're exposed to losing all the time. So when you start a sport, you lose like 99% of the time, right? So you know how to deal with frustration, and also what I saw and observed was the longer I did the fencing, the better I could resist the pressure also at my studies in high school, at university, and so I felt myself how that helped me to become a stronger person. And then when I shifted to also the IOC, I was a representative of the athletes for 8 years. How you can affect the youngsters with sport. You know, you give them a safe environment. You give them someone to look up to. You have the coaches. You get them off the streets, and you encourage them to reach their goals. You know, when you just play along and live into the day, it becomes frustrating, I feel like, for most of the people, especially the children. And so what I see whenever we support programs, including sports, you cross borders, you cross cultures and nationalities. It doesn't matter, because on the field of play, everybody is facing the same rules. And you don't discuss it. It's just like that. And so I absolutely believe in the power of sports, and I feel also the politicians. I mean, here in Monaco, you have such a great leader with His Royal Highness to support it so much, but in a lot of countries, we still lack the support from politics to do more about these amazing programs in sports. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pouvez nous dire, selon vous, quel rôle le sport peut jouer dans l'éducation ? Bonjour, on a aujourd'hui dans la jeunesse européenne et bien au-delà de l'Europe deux grandes séries de difficultés. D'une part, la question de l'inactivité et de la sédentarité. On sait que les choses ne vont pas dans le bon sens du point de vue de la santé publique, particulièrement à partir de l'adolescence. Les jeunes pratiquent moins d'activités sportives. C'est plus vrai d'ailleurs pour les jeunes filles que pour les jeunes hommes. Il y a un écart important entre filles et garçons. Et puis la deuxième question, c'est celle de formes inédites d'agressivité et de violence qui passent par les réseaux sociaux, avec du harcèlement, avec des phénomènes de meute qui peuvent mettre en danger la vie d'un certain nombre de jeunes, ou en tout cas les fragiliser psychologiquement. Eh bien, pour ces deux questions, le sport propose des réponses. D'une part, à l'évidence, en ce qui concerne l'inactivité, on a des efforts très importants à faire, je le mentionnais en particulier pour les jeunes filles, et puis d'autre part, pour canaliser ces formes de violence, ou en tout cas d'énergie, par les règles, justement, par
l'apprentissage de formes de solidarité, être ensemble, se dépasser. Voilà des objectifs qui sont évidemment particulièrement importants pour notre jeunesse. Et donc le sport propose des réponses. Ensuite, ce qui est compliqué, bien sûr, c'est la mise en œuvre. Alors justement, on va parler mise en œuvre. Sophie Laurent, les Jeux de Paris 2024 avaient l'ambition de promouvoir le sport à l'école, avec, je pense notamment à la mise en place de 30 minutes d'activité physique quotidienne, en plus de l'éducation aux valeurs par le biais de divers programmes qui ont eu lieu dans des écoles, dans des lycées, dans des universités, sous la bannière Génération 2024. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces initiatives, notamment sur la célébration de la semaine olympique et paralympique? Et j'ai cru comprendre que le comité d'organisation, d'ailleurs, avait adopté le symbole de la paix et du sport, la white card, à l'occasion de ces semaines. Oui, effectivement. Alors, je reprends juste le cadre. Les Jeux olympiques avaient comme slogan « Ouvrir grand les Jeux ». Et en fait, c'est une invitation à agir. Agir comment? Être engagé dans un cadre particulier qui est celui de notre société, avec effectivement les défis pour lesquels on est en train de subir, et notamment la sédentarité, le manque d'activité physique. Donc l'OMS recommande que les jeunes, et notamment les plus jeunes, effectuent au moins 1 heure de sport par jour. Sport, activité physique au sens général. Donc ça veut dire peut-être la marche jusqu'à l'école? La marche, se bouger tout simplement, effectivement. Et il se trouve qu'à peu près 80% des jeunes de 4 jusqu'à 18 ans, en France, ne participent pas, ne font pas ces recommandations, ce qui est dingue. Donc avec le ministère de l'Éducation nationale, Paris 24 a créé ces 30 minutes d'activité quotidienne, qu'on appelle les activités physiques quotidiennes, en pensant que les 30 minutes sont organisées par l'école, les 30 minutes restantes par la cellule familiale. Donc ça a été organisé tout d'abord dans une forme de volontariat, donc avec 600 écoles, et c'est monté après sous forme de généralisation par les 36 000 écoles primaires. Et c'est intéressant parce que les éducateurs ont été formés, les instituteurs, avec différents kits, pour que ce soit très simple, pour que ça soit organisé tout au long de la journée, pour que ce soit d'une facilité totale. Cette mesure-là, elle est dans un cadre plus général, un programme qui s'appelle la Génération 2024, qui est vraiment un système d'éducation qu'on a mis à disposition, avec notamment mettre à disposition les valeurs, tout un kit autour des valeurs éducatives. On a créé une plateforme avec l'Éducation nationale, bien entendu. Cette plateforme où on trouve plein de jeux, de tutos mis à disposition des écoles, de la maternelle jusqu'à l'université, et notamment des informations plus spécifiques sur la semaine olympique et paralympique, la fameuse SOP. Il y a eu 8 éditions, 5 millions d'enfants ont pu en participer, et la bonne nouvelle, c'est que l'année prochaine, il y en aura une, du 31 mars jusqu'au 4 avril. Je me fais juste la promotion pour que les écoles puissent y continuer. Et une chose intéressante, à Paris 24, à chaque fois qu'on organisait quelque chose, on réfléchissait aux legs. Lors du dernier conseil d'administration, absolument. Lors du dernier conseil d'administration en décembre 2023, on a organisé cette passation. Et aujourd'hui, la plateforme, l'organisation de la semaine olympique et paralympique, et puis le programme Génération 2024 est dans les mains du Comité olympique français, le CNOSF. Donc ça va continuer, c'est une très bonne nouvelle. La dynamique perdure. Can I intervene? I need to add that from the German perspective, we were so happy to see that you introduced the 30 minutes of sports in schools, because in Germany we would have 2 lessons per week of sports only, and it's even being reduced at the moment. So to see France as a role model in that really helped us out. Thank you very much, Britta. Et c'est très intéressant, si je peux me permettre, Britta, parce qu'en France, on considère très souvent l'exemple allemand comme l'exemple idéal du sport à l'école. Et votre éclairage est particulièrement intéressant du point de vue français. On va poursuivre cette session avec le thème de l'investissement dans le sport pour une culture de paix. Amina, selon vous, quel rôle les instances dirigeantes du sport comme les l'UCI, quel rôle est-ce qu'elles jouent dans les engagements sociaux, notamment à travers des initiatives pour, je pense, à l'autonomisation des femmes, l'inclusion des réfugiés, la transmission des valeurs? Quel rôle peuvent-elles jouer ces organisations? Alors c'est vrai qu'à l'Union cycliste internationale, on a vraiment
pris la décision, il y a déjà presque 22 ans, de créer le Centre mondial du cyclisme, qui accueille des athlètes du monde entier pour les former, donc des athlètes qui viennent de pays en voie de développement, mais de pays aussi où la situation est compliquée au niveau conflit. Et c'est vrai qu'on accueille ces athlètes, on accueille aussi des mécaniciens, on accueille des éducateurs, des directeurs sportifs pour les former et pour leur donner la chance de pouvoir évoluer dans le vélo, devenir professionnels. Et les fédérations internationales sont importantes à ce niveau-là aussi pour aider après donc à la suite du conflit en Ukraine. On a accueilli, nous, pas mal d'Ukrainiens, on a aidé la fédération ukrainienne. Avec l'Afghanistan, vous vous souviendrez, il y a 2 ans, mon président David Lapartien était ici au forum Peace and Sport pour recevoir un prix spécial, car on a évacué une centaine d'Afghanes et leurs familles, et on leur a donné la possibilité aussi, par le sport, en intégrant nos structures, de pouvoir continuer à faire du vélo, alors qu'on leur interdisait dans leur pays. Donc oui, les fédérations internationales ont un grand rôle à jouer, et à l'UCI, on espère et on ose faire beaucoup, et c'est important par rapport à tout ce qu'on veut aussi inculquer comme valeur pour l'ensemble de la communauté cycliste. À l'UCI, vous faites votre part et vous êtes quelque part leader. Est-ce qu'il y a d'autres fédérations qui viennent vous demander des conseils de meilleures pratiques? Parce qu'on l'a vu, on a été tous très émus. Alors je dis tous, moi particulièrement, il y a 2 ans, quand on a vu les images des Afghanes que vous avez réussi à évacuer après la prise de Kaboul par les talibans. Il y a d'autres fédérations qui viennent vous voir en disant comment vous faites? Oui, il y a d'autres fédérations, mais après, voilà, c'est à l'instinct, c'est au cœur. C'est vrai que beaucoup vient de notre président, David Lapartien, qui a vu la situation et qui s'est dit on doit faire quelque chose, on doit investir dans l'évacuation donc de ces athlètes, on doit les aider, et c'est notre rôle. C'est notre rôle de faire en sorte qu'elles aient un meilleur avenir, un meilleur futur par le sport, et qu'elles puissent avoir une nouvelle vie en France, au Canada, parce qu'on les a évacuées aussi en Suisse, mais dans plusieurs pays. Et il faut avoir ce courage. Et c'est vrai que voilà, ça s'est pas donné non plus à tout le monde, mais la Fédération internationale a suivi parce qu'on estime que ce sont des valeurs importantes et qu'on doit pouvoir aussi être un modèle à tous égards. C'est aussi ça le sport. Britta, maybe you can give us some insight. You can share some of the current investment policies in sport for development and peace in sport. Since I've said absolutely everything you have, all the responsibility you have, maybe you can give us some insight. You can share about the current investments policies in sport for development. You mean back in Germany? Yeah. Like, I'm the ambassador for the development ministry and also for the German NOC. So I'm not really in the finances, unfortunately. I met with the minister last year, and as I said in the beginning, unfortunately, she cut sport almost out of the whole support system. So we continue discussing. As a fencer, I don't accept that answer because it is important to develop through sport, and also in Germany, it's one of the it is the biggest means of integration. We have a lot of refugees that we host in Germany, and how do we save the children and the youngsters by putting them into sports programs? And also abroad, there is no better means than do it via sports. And in my role as now an executive board member in the Olympic Refuge Foundation, I can say, we do need a lot of money, so whoever wants to donate to the foundation is very welcome to talk to me afterwards. But these programs are really helping these traumatized children to find a safe space to gather and find some sort of they would say they find a new family. And so I feel there needs to be a lot more investment financially and all the programs. I mean, all of them are similar if we are honest, right? So and let's definitely the programs on the field need financial support. Yeah, that's the key. Exactly, and if you have a lot of programs, maybe even running against each other, maybe that helps, in the competition, and you get more finances. He wants to weigh in.
Oui, c'est tout à fait juste. On s'aperçoit que l'intégration des élèves allophones, des élèves qui ne parlent pas la langue du pays, en France, en Allemagne ou ailleurs, elle se fait de façon beaucoup plus aisée quand on développe des programmes sportifs. On l'a vu par exemple avec les élèves ukrainiens. En France, on en a 20 000, il y a à peu près 100 000 Ukrainiens, dont 20 000 enfants et adolescents. Et on a comparé la situation d'élèves dans des écoles où il y a des programmes sportifs bien développés, avec également des clubs sportifs, et puis là où c'est moins le cas. Et il y a un écart dans l'apprentissage de la langue française à la fin de l'année. Et donc les conséquences se font sentir sur l'ensemble de la socialisation des enfants, avec les autres enfants, et donc de leur capacité à entrer plus vite dans la langue française. Mais c'est fondamental, ça c'est un exemple très concret. And also, yes, you raise a really important point, like when you speak integrating into the country, the language is the biggest barrier, right? And what I saw is, or what I experienced is that of the 37 refugee Olympic team athletes, 9 of them were hosted in Germany. And when I met them, I started speaking English with them. For some reason, I felt like, they just came to Germany, no way they speak German. All of them were fluent. So, with sports, and if you meet on the field of play, if you interact in training and with your training partners, it just comes more easily. So it's just like, why not use it, right? Donc le sport enseigne également les langues, c'est absolument un outil fondamental et c'est un très bon exemple effectivement d'insister sur ce point. On va aborder à présent les solutions concrètes, ça c'en est une, des exemples de bonnes pratiques qui utilisent vraiment le sport avec l'intention de transmettre des valeurs positives, susceptibles de créer une culture de paix durable dans l'esprit des enfants et des plus jeunes. Est-ce que vous pourriez, Monsieur l'ambassadeur, nous donner une vue d'ensemble sur la politique du Conseil de l'Europe concernant le sport et l'éducation? Est-ce que la France a un rôle de coordination au sein des initiatives européennes dans ce domaine? Oui, la France a un rôle particulier. En tout cas, on est très mobilisé sur cette question, comme d'ailleurs la principauté de Monaco qui fait du sport un élément essentiel de sa diplomatie. Du côté du Conseil de l'Europe, on est attaché aux règles et aux traités. Et donc on essaie de limiter ce qui fonctionne mal dans le sport. Parce que dans le sport, il y a aussi des problèmes, bien entendu, des questions de dopage, par exemple, ou des formes de violence dans le sport qui peuvent survenir entre supporters dans un certain nombre de sports. Il y a donc des difficultés que l'on essaie de réduire avec les agences concernées, par exemple l'Agence française de lutte contre le dopage. Donc on est d'abord dans cette approche-là, qui est moins une approche éducative stricto sensu, mais ce que l'on essaye aussi de faire, bien sûr, c'est de développer tout de même une vision qui soit une vision positive du sport. Parce que, je le note quand même au passage, il est à la fois très important d'insister, et nous le faisons, sur ce que le sport apporte de façon positive pour les sociétés, y compris l'apaisement des sociétés, comme le disait Julien Sorez, mais le sport peut aussi être utilisé à des fins qui sont des fins problématiques. Le sport a été utilisé au XXe siècle par des régimes dictatoriaux, totalitaires. Il peut servir des finalités qui sont des finalités barbares. Absolument. Et donc, le sport en lui-même ne génère pas nécessairement des... C'est important de le rappeler, oui, parce qu'il n'y a pas que des valeurs positives, parce qu'on a toujours l'impression que le sport, c'est positif. Non, il y a également c'est ça, c'est-à-dire que le sport, c'est fondamentalement positif à mon sens, mais il faut se garder d'une vision trop romantique du sport, vous voyez. Qui peut être et donc, il faut aussi se mobiliser et réfléchir à la manière dont on organise les choses, au message que l'on transmet dans le sport, pour que le sport joue à plein sa mission, qui est une mission d'apaisement. Sophie, vous nous avez, vous partagez la vision du sport comme outil de paix, comme outil de soft power, qui est d'ailleurs une leçon très importante pour les jeunes générations. Vous avez travaillé pour promouvoir cette idée, notamment dans un programme pour des jeunes de Seine-Saint-Denis.
Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, alors nous on croit foncièrement à la vision romanesque et romanité, et puis on va absolument y travailler que la paix est possible à travers le sport. Et on a mis en place tout un programme lié au niveau de la trêve olympique, notamment un qui est fascinant, qui est celui de la simulation d'un modèle UN. Donc la simulation de la négociation et de l'adoption des résolutions des Nations Unies autour de la trêve olympique. Et donc l'année dernière, il y a eu 600 jeunes, des collégiens donc de 4e, issus de 30 classes, Paris et la Seine-Saint-Denis, qui ont travaillé avec leurs professeurs pendant 6 mois autour de justement qu'est-ce que c'est une trêve olympique, une résolution, la négociation. Ensuite, il y a eu un deuxième temps où ils sont tous venus ensemble, une journée de sensibilisation incroyable au mois de juin. Et à l'issue de cette journée, ils ont choisi les 16 personnes les 120 personnes qui vont pouvoir participer à une journée de négociation au sein du Conseil de Paris. Et là, pendant une journée, chaque classe a adopté un pays, une posture d'un pays, et négocié des propositions. Et là, c'était fascinant parce que les propositions étaient très sensées, très réelles. Il y a eu un texte de 130 propositions qui a ensuite été déposé dans les mains de Tony Estanguet. Et parmi ces propositions, il y en a une qui a retenu particulièrement mon attention, c'est pourquoi ne pas ouvrir la trêve olympique à d'autres événements sportifs, notamment la CAN ou la Coupe du monde de football. Pourquoi on n'ouvrait pas cette possibilité-là? Il y a eu, et je vous invite à tout ça le dire, parce qu'il y a eu ce texte assez riche et formidable. Cette session avait 2 parrains, un parrain et une marraine formidables, donc une qui est ici, c'est pour ça que je me permets de la saluer, Massoma, qui a fait un travail extraordinaire avec tous ces jeunes. Et ensuite, il y a eu un jury qui a sélectionné parmi ces 120 élèves qui ont le mieux défendu leur position, et 16 d'entre eux ont pu participer le 11 décembre à l'adoption de la résolution de la trêve aux Nations Unies, ce qui était formidable. Et alors l'enseignement, c'est quoi? L'enseignement, c'est que ces 600 jeunes sont convaincus qu'effectivement le pouvoir de négociation, d'échange, même s'ils ne sont pas d'accord, le pouvoir de se mettre sur la table. Et donc maintenant, je suis persuadée qu'en tout cas, à Paris, en Seine-Saint-Denis, on a ces jeunes, on a ces futurs diplomates qui, pour eux, évidemment, le sport est solution de paix. Et ça, c'est beau. C'est magnifique. Et puis 600 jeunes, ça veut dire peut-être 10 000 avec tous leurs camarades, tous les gens qu'ils ont touchés. C'est effectivement passionnant. Amina, l'UCI a travaillé très récemment avec Peace and Sport sur une toute nouvelle initiative, utilisant le vélo comme outil pour favoriser l'inclusion, la diversité, la solidarité et promouvoir une vraie culture de paix à travers les continents. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette méthodologie qui permet aux entraîneurs, éducateurs et enseignants d'éduquer par le cyclisme? Oui. Alors on est très fiers d'avoir signé ce partenariat avec Peace and Sport. Et c'est vrai qu'on est là pour mettre en place des initiatives concrètes pour favoriser l'inclusion, la diversité, la solidarité à travers le cyclisme et promouvoir une culture de paix à travers les continents. Et on a un projet pilote là qu'on va lancer donc au Rwanda, qui compte donc sur un camp de réfugiés, qui consistera en fait à donner des leçons, donc 75 leçons d'1 heure, donc de la part donc d'éducateurs novices qu'on va former à des enfants donc à réfugiés et aussi des athlètes rwandais. Et on va leur apprendre une compétence technique, c'est-à-dire rouler avec une main sur un vélo, et aussi une valeur de respect et de paix, parce qu'ils vont apprendre à s'accepter, accepter les autres et à vivre ensemble. Voilà les 3 valeurs en fait qu'on veut leur inculquer, et ils vont pouvoir s'aider des copains, des copines, pour ne pas tomber à pouvoir faire confiance à sa copine, son copain, et en même temps à apprendre donc les notions de base du vélo. Donc ça fait partie donc des initiatives et de cette collaboration avec Peace and Sport. Et c'est vrai que les réfugiés, au niveau de l'UCI, on a aussi pris la décision donc d'adapter notre réglementation pour créer une équipe de réfugiés déjà l'année dernière lors de nos championnats du monde sur route
à Glasgow. On l'a fait aussi cette année sur nos championnats à Zurich. Et on a aussi accompagné donc, deux réfugiés dans l'équipe des réfugiés olympiques, donc, dont la chef de mission est Emma Soma, en les accompagnant au maximum, en les soutenant. Et c'est vrai que c'est très important de pouvoir faire toutes ces actions au niveau de nous, Fédération internationale. Merci beaucoup d'avoir partagé ces bonnes pratiques, d'avoir partagé vos expériences. Merci à tous les quatre. On va maintenant passer à la séquence champion de la paix. Nous accueillons tout de suite Moutaz Barchim. Il a remporté une médaille lors de 4 Olympiades successives et a décroché l'or olympique en saut en hauteur. C'était à Tokyo en 2021. Welcome. Thank you very much. Thank you for being here with us. You're an outstanding athlete who achieved the world's second best ever performance in the high jump and winning the world title. It was in 2017 you were born and raised in Doha with roots in Sudan from your mom's side. Growing up in such a multicultural environment, how did you shape your vision of the world and your approach to overcoming challenges both in your personal and athletic life? Allah, first of all, Your Highness, Your Excellencies, my dear fellow champions, guests, friends, I'm very happy to be back here in Monaco, very happy to be happy at the Peace and Sport Forum. To be honest, the answer to your question is very simple. You know, coming from a multicultural background, it makes me so open-minded. And I feel like it makes me not afraid of different. Being different from you, from everyone. Sometimes if we're different from somebody else, we feel like we are slightly uncomfortable. For me, that was not an issue. So I fly everywhere, meet different people through my sport, through my life, and not being afraid of difference, it makes my life so much easier. You joined the Aspire Academy in Doha very early on. Can you tell us about your time at the academy? Did the training go beyond sporting performances? It was not only about sport. Yes, I was lucky enough to be part of the Aspire Academy. To me, they have played a major role on my career, sport-wise and outside of the sport, because they were the foundation that show us the way. Before joining the Aspire Academy, I thought I was a professional athlete. I thought joining the academy really made me realize that I'm nowhere near being a professional, because we always hear of professional. What is professional athlete? How you sleep, what do you eat, what do you do at your training, what do you do after training? Every single thing is very, very important, and that's what made me who I am today at the sport and all these great achievements, thanks to the Aspire Academy. And beyond the sport, that's why I'm here today. I feel like we have voices, you know, we need to be, you know, that these voices need to be heard. People, as we mentioned before, look up to us, even though it's like 1 or 2 or 3 or hundreds of millions of people, they look up to us. And I feel like we have an obligation, whether we realize it or not, that these people look up to us, and we might do something that change their life, whether you give an advice, or you give a smile, or you start a foundation. So, and again, I was very lucky to be part of the Aspire Academy, because they opened my mind for such an amazing things. And I guess everybody here in the room and those following us online remember that moment. It was at the Tokyo Olympics when you shared your gold medal with Gianmarco Tamberi. It was such an emotional moment for everyone. I mean, everyone in the world was shaken by the emotions that we felt. What did that experience mean to you personally, and how did it reflect the spirit of camaraderie in athletics? To me personally, of course, this is something that you cannot plan, you know. Coming with the mindset of an Olympian, there's so many Olympians in the room here, and sport people, so we have that mindset that I am the best. You know, I'm gonna come here, I'm gonna destroy everyone, I'm gonna win. It's just me, and that's good, you know.
To be, Yeah, you need that, definitely. No, it's good. It's good. It's really but good. maybe not the destroy part, but anyway. It's necessary. If you're going to be a professional athlete, it's very necessary to have that mindset. But sometimes in life, there's things that we go through that change our narrative. And to me personally, in 2018, I had a very bad injury that almost ended my career. And my friend Gianmarco had something similar. So coming back from not being able to walk, to compete among the best athletes in the world, and not only that, beat everyone else. And I remember when we look at each other and the referee approached us to ask if you want to continue, you want to share the gold. I look and I look at him and he looked at me. We're the only people left because we were so focused, you didn't even realize what's happening. And I was sudden like, whoa, it's only me and you left. The injured people, we're the only people that left. So I remember coming back from the surgery, rolled from the surgery room in the bed, have the cast on my ankles, and the professor tell me, the surgery was successful, but you should be happy if you're gonna walk, like jump again, and this kind of stuff keeps stuck with my mind. And I said, if God give me one more chance to do what I do best, I want to do something different. And at that moment, that's what come to my mind, So let's share that one, because it's not just about I'm the best. Let's do this together, because I've been through a lot and he's been through a lot. So I don't deserve silver and he don't deserve silver. And that was the moment. And to be honest, I didn't know it was gonna be touching so many people's heart. I remember coming back to the Olympic Village and everyone was crying, and I'm like, what happened? Because we didn't see it. We didn't see it. No public. Yeah, and it was big. Then we have to go back, and luckily that cameraman was there to capture that moment. So we've seen what's happened later, and it's just an amazing story. Yeah, yeah. A warm round of applause, because we couldn't do that in Tokyo because there was no public because of the COVID crisis, and it was even worse. But everybody at home was watching that moment, and for that, thank you. That was the best image of sport we can ever imagine. Thank you so much for that. I'll tell you one thing, we all know that the Olympic motto is like faster, higher, stronger, but they added one now, together. That's the new one. That's true. Thank you. And it is exactly what sport is about. So what's next now for you? Do you wish to invest yourself in initiatives linked to the education of young athletes? I mean, the lesson you've given to the world is already one good lesson, but what about the young athletes? Well, as I said, I always feel like sport gave me so much. It made me who I am today, and created so many opportunities for me. It's time. It's time for me to give back all the knowledge and help younger generation, help kids, and reach their potential in sport, and then also created opportunities for people in places that they don't have these opportunities. So while I'm still active, I don't know how many more years, we already started last year with my own competition. So I started the What Gravity Challenge, which we work alongside my foundation and my charities, so the Qatar Charities, what the Princess Charlene's foundation was with us last year as well for the first edition, and several foundations. I forget how many foundations. Omar, my agent here, like you can remind me, we worked with a few of them. They were at this competition. So the idea was like, we're still gonna keep doing what we do at the highest level. We have Olympic athletes, we have athletes that qualify to the Olympics with my competition, but at the same time, we bring the charitable sides to it, and then we include the kids, and we create opportunities for children. So that's just one part that we started with right while we're active, and hopefully to expand for more. And then again, I'm making myself more available to do these kind of things, to hear my image, my voice, and lay the foundation. When I'm retired, then it's time to go for it 100%. Thank you so much. Another warm round of applause for Mutaz Barshim, ladies and gentlemen. Thank you so much for sharing your experience. Once again, thank you for what you did, and thank you all for your attention. Thank you. Thank you.